Donc, je suis Zoé Roclin, je suis responsable de pôle à l'œuvre Normande des Mers, donc ONM, sur le territoire de Dieppe. Je travaille notamment, alors dans la mosaïque, je le cherche, avec Franck Dranguet, qui est avec Héloïse Delacroix, voilà, qui assurera le second atelier. Je suis donc responsable du pôle prévention notamment. Et dans ce pôle, on va retrouver un service de prévention des conduites à risque qui travaille sur principalement 3 thématiques: les compétences psychosociales, les conduites addictives et la vie affective et sexuelle. L'idée, en fait, des CPS dans ce pôle, c'est vraiment de servir de socle commun, de base, pour éviter le développement ou retarder en tout cas le développement des conduites à risque, en faisant le pari que dès le plus jeune âge, de renforcer la capacité à faire des choix autonomes permettra de faire des choix de santé plus favorables à l'avenir. Donc voilà comment on travaille avec une équipe pluriprofessionnelle et on a été sollicité parce qu'on travaille beaucoup en réseau sur le territoire de Dieppe. Peut-être la chance d'avoir un territoire pas très grand ou pas très dense fait qu'on développe des pratiques collaboratives assez rapides. Donc avec l'association Oxygène et donc Christelle Vérec, la directrice qui prendra la parole, et avec Marilyn Goujon, qui est neuropsychologue à l'API de la région diepoise. Chacune va vous présenter en fait les expériences qu'on a pu mener, qui ont été en fait de 2 ordres. Auprès de l'association Oxygène, on a plus été sur un aspect formation. L'objectif était de pouvoir transférer un certain nombre de compétences et de connaissances, mais surtout de compétences aux professionnels de première ligne sur une posture à adopter, sur des fondements à acquérir pour pouvoir développer par la suite à la fois une approche très globale en compétences psychosociales, c'est-à-dire comment au quotidien, dans sa pratique professionnelle, on peut intégrer cette approche et cette posture pour renforcer le lien avec les usagers et accompagner sur des dynamiques de changement. Et puis, in fine, du coup, comment est-ce qu'on peut devenir co-animateur de séances sur les compétences psychosociales avec le soutien et l'apport de d'autres professionnels plus spécialisés. Et je pense à Héloïse Delacroix notamment, qui est intervenante sur le 2e atelier et qui vous montrera avec Franck toutes ses compétences. Avec Marilyn et l'API, on était plutôt sur une autre approche, c'est-à-dire qu'on n'est pas forcément parti tout de suite sur l'aspect formatif, mais plutôt de pratique et de pratique de terrain, avec une approche par les outils, en se disant, voilà, on a beaucoup d'outils sur les compétences psychosociales qui existent. Cependant, elles sont plutôt pour un public, on va dire, classique. Le public en situation de handicap demande un certain nombre d'ajustements, de préparation. Et donc, comment est-ce qu'on peut faire ensemble pour, en partant des outils, à la fois proposer des choses qui soient adaptées au public qu'accompagne la PEI, et par ce biais-là, du coup, transmettre aussi un certain nombre de connaissances et de compétences aux professionnels qui interviennent auprès de ces publics, pour qu'à terme, ils soient en capacité de mener des ateliers, ou en tout cas d'inclure cette approche-là dans ce qu'ils font au quotidien. Je ne sais pas si vous voulez que je rajoute, les filles, mais je pense que c'était une bonne introduction et surtout, vous allez bien mieux en parler que moi. Donc, Christelle, si tu veux, je te passe la parole sur la façon dont à Oxygène, vous avez développé ce projet et comment on a travaillé ensemble. Ok, merci Zoé. Alors, peut-être commencer par présenter l'association parce que le cadre dans lequel nous on travaille est important de repréciser. Donc, nous, on relève de l'éducation populaire, c'est-à-dire que l'association gère un centre social, un espace de vie sociale, des épiceries solidaires et un multi-accueil. Donc, nous, notre quotidien, c'est de viser l'émancipation individuelle et collective. Alors, dès la toute petite enfance, avec l'accompagnement des parents, jusque dans les épiceries, sur un public plutôt fragilisé. Donc, on est sur le développement social local. Alors, ce qui est intéressant aussi à dire là, c'est parce que c'est vrai qu'on n'a peut-être pas donné la définition directe, du coup je l'ai prise, de qu'est-ce que les compétences psychosociales. En préparant l'atelier, justement, je relisais, les compétences psychosociales sont la capacité d'une personne à répondre avec efficacité aux exigences et aux épreuves de la vie quotidienne. Et en ça, c'est vrai que nous, notre travail au quotidien, c'est vraiment de viser ça de façon globale. Alors, bien sûr, ça rentre dans la santé, mais c'est aussi toutes les habiletés sociales et tout ce qui va faire que le public que nous, on reçoit et qu'on accompagne sera en mesure de mieux dépasser, on va dire, les épreuves de la vie, etc. Donc, dans notre travail au quotidien, on est dans l'idée d'un cheminement pour nos adhérents, qui peuvent arriver chez nous par l'envie de pratiquer des activités diverses et variées. Et nous, notre travail, c'est de les emmener vers un engagement citoyen. Donc, en ça, les compétences psychosociales vont être fondamentales.
Alors, je vous propose, c'est parce que évidemment, donc, je vais en arriver à la formation que l'ONM nous a dispensée et la façon dont on l'a construite. Mais les compétences psychosociales, il me semble important de revenir sur la façon dont Oxygène les a rencontrées, entre guillemets. En 2018, on a été labellisé Fabrique d'initiatives citoyennes. Donc, on accompagne des collectifs d'habitants sur différents projets, voilà, où ils ont à intervenir dans l'intérêt général. Donc, on a un vestiaire, on a un atelier de chiffonnier, enfin bref, on a plusieurs collectifs comme ça. Et on a monté une recherche-action qui visait à mettre au clair nos pratiques de travail professionnelles. Ces pratiques de travail, il fallait qu'on arrive à les évaluer plus finement que ce qu'on faisait traditionnellement sur du quali-quanti. On voulait aller sur une mesure d'impact social. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous en ont entendu parler, c'est vrai que ça devient vraiment à la mode. Donc, il y a 3 ans, bien avant le Covid, une des questions cruciales qui s'imposait à nous, c'était de savoir quels indicateurs on allait pouvoir choisir. Et quand on a rencontré donc, cette définition des compétences psychosociales, on s'est dit, bah, finalement, ça colle bien d'aller voir justement si le travail qu'on réalise et puis ce qu'on produit auprès des habitants, la façon dont les habitants s'en saisissent, est-ce que ça développe l'esprit critique? Est-ce que ça donne une meilleure capacité à communiquer efficacement? Est-ce que, enfin voilà, tous ces aspects-là des CPS. Et donc, c'est comme ça qu'on est arrivé dans un premier temps sur les compétences psychosociales. Alors, je vais vous mettre le lien. Du coup, voilà. Donc, si jamais ça vous intéresse, c'est ce petit livre-là, il est en ligne. Alors, il faut remettre dans le contexte, hein. C'était il y a 3 ans. Je pense que c'était une première étape qui, derrière, nous a permis de tricoter. Et donc, ça, pour mettre, donc on était en 2019, début 2019. Courant 2020, là, on arrive à la deuxième étape et la façon dont on a travaillé avec l'ONM. Traditionnellement, on a un séminaire tous les ans qui dure 2 jours, qui regroupe des salariés et des bénévoles dirigeants, puisque nous, on travaille tout le temps avec des bénévoles. Donc, les membres du conseil d'administration sont vraiment partie prenante des séminaires. Alors, 2020, c'était particulier. On n'a pas pu faire comme d'habitude. Donc là, on a recentré sur une formation en direction des salariés et de tous les salariés de l'association. Donc, comme je vous disais, hein, il y a l'équipe du multi-accueil, il y a l'équipe du centre social et puis de chez Louisette. Ça, on a essayé d'en tirer donc un point commun à tous ces professionnels qui interviennent et on est arrivé sur la notion de fonction accueil. Ça, c'est crucial dans l'éducation populaire et dans les centres sociaux en général. C'est-à-dire que c'est la façon dont on va accueillir la parole de l'autre, la façon dont on va se positionner, mais dans notre quotidien, pas seulement dans l'accueil physique sur un lieu physique. Parce que donc, on a une pièce dédiée à l'accueil. Donc c'était avec Franck et puis avec Zoé, on est parti donc sur cette fonction accueil et le fait de davantage travailler la posture, cette capacité d'écoute, etc. Très rapidement, on est revenu en fait au CPS et c'est là où ça reboucle de façon, je pense, intéressante. Donc, on a construit une session de formation de 2 jours qui visait à permettre aux professionnels d'avoir des connaissances autour des CPS, mais aussi de conscientiser pour eux-mêmes et donc, a fortiori aussi, pour le public qu'on accompagne, toutes les habiletés sociales, tout ce qu'il faut mettre à l'œuvre dans notre quotidien pour être dans des relations sociales, on va dire, de qualité. Ces 2 jours ont été émaillés d'animation, donc c'est important pour moi, pour nous en général à Oxygène, d'être en corrélation dans les techniques d'animation avec ce qu'on vit au quotidien avec les habitants, c'est-à-dire que pas quelque chose de figé, pas quelque chose d'universitaire, pas du tout ça, il fallait vraiment qu'on soit dans l'expérientiel. Donc c'est ce que l'ONM a pu nous proposer. Donc ce qu'on retient, nous, de ces 2 jours, c'est que ça a fonctionné pour l'ensemble des professionnels, c'est-à-dire, comme je vous disais, on a quand même, quand on est auxiliaire puéricultrice, ce n'est pas le même métier qu'animatrice en lien avec des habitants adultes. Tout le monde s'y est retrouvé.
J'ai eu des échos de la part des professionnels comme quoi ça les avait aussi éclairés sur leurs propres compétences à eux dans leur quotidien de vie personnelle. Bon, j'ai pas trop voulu aller là-dessus, mais voilà, c'est quand même des retours que j'ai eus, que j'ai pris en compte, on va dire moi, dans mon travail de directrice. Ça a permis de faire le lien entre ce que eux percevaient de ce qui, comment dire, j'espère que je suis claire hein, dans ce que j'explique, dans ce qu'ils attendent comme résultat de leur travail et ce qu'ils mettent en œuvre dans leur posture pour obtenir ces résultats-là. Donc après, de toute façon, il y a Émilie, notamment ma collègue, qui va venir aussi illustrer ce travail-là plus dans le détail. Et puis, ça nous a permis donc de reboucler avec notre recherche-action, puisque quand on était dans la question de savoir les indicateurs d'évaluation qu'on allait choisir, bah là, du coup, ça devient plus palpable, plus concret, en fait. Et comme la recherche-action avait été menée par 2 collègues, là, ça permettait d'étendre aussi ces indicateurs à l'ensemble de l'association. Oui, on vise l'émancipation individuelle et collective, et ça se traduit concrètement par, pour un public, une capacité à s'exprimer, comme je vous disais, développer l'esprit critique, avoir de l'empathie pour l'autre, tous ces aspects-là. Donc, quand c'est recherché de façon consciente par les professionnels, je pense que déjà, on gagne un truc en termes d'efficacité au quotidien. Je n'ai pas regardé l'heure, je continue mes 2 autres petits points. Tiffaine, Lucie, vous m'arrêtez si je suis trop longue. Troisième temps, donc premier temps, donc, cette recherche action et les indicateurs. Deuxième temps, le séminaire avec la formation proprement parler. Troisième temps, on a repris tout ça en équipe à distance, c'est-à-dire qu'en réunion d'équipe, pour le coup, centre social, j'avais fait travailler les animateurs et animatrices par 2 sur chaque groupe de compétences psychosociales. Alors là, c'était un exercice un peu formel, c'est un exercice auquel nous, on n'est pas forcément très habitués, on va dire, dans l'éducation populaire, mais je pense que parfois, il faut y passer, c'est-à-dire d'être en capacité voilà, de présenter un certain nombre de choses et puis de faire le lien avec la pratique. Ça a été un exercice pas si simple, je vous dis, hein, donc, pour les collègues. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était le cheminement aussi. C'était de partir justement de tout ce que je viens de vous expliquer, de faire le lien avec la formation, les acquis de la formation, et à distance, 2-3 mois après, de faire une forme de rappel pour poursuivre l'appropriation de ces thématiques-là. Et donc, ça nous a donné aussi la possibilité de travailler sur spécifiquement les questions de santé. Et pour vous dire, bon là, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais c'était vraiment passionnant parce que ce temps-là, vraiment en réunion d'équipe à distance, nous a aussi amené à exprimer à quel point les questions de santé relèvent du registre politique, que les choix qui sont faits relèvent du registre politique au sens noble, hein, pas au sens politicien, mais voilà. Donc tout ça a permis de vraiment ancrer, j'espère, il faudrait que je redemande à mes collègues d'ailleurs, mais les CPS comme des outils de travail, une clé de lecture de leur quotidien avec les usagers, les habitants. Et puis, dernier temps, mais ça, c'est Émilie qui reviendra dessus. Ensuite, c'est concrètement, c'est-à-dire que aujourd'hui, on a des animateurs, animatrices qui sont en capacité d'aller avec l'ONM ou avec d'autres intervenants, mettre en place des animations pour favoriser le développement des compétences psychosociales sur différents publics. Et là, on en arrive aux adolescents, dans les établissements scolaires, c'est tout le travail qui est déployé par Émilie. Je pense que je vous ai à peu près tout dit. Je ne sais pas s'il y a des questions, comment on procède pour la suite. Peut-être garder les questions du coup à la fin des 2 interventions, puisque vous êtes assez complémentaires entre effectivement, c'est juste que les choses ne sont pas prises dans le même sens à Oxygène et à l'APEI, mais finalement, vous arrivez l'une et l'autre à une approche très globale des CPS avec des choses qui sont à la fois pour les professionnels et pour les publics. Donc peut-être les questions viendront à la fin dans le chat. C'est ça, hein, Tiffaine, si j'ai bien suivi les consignes. C'est dans le chat à la fin. Parfait. Donc Marilyn, si tu veux y aller pour la présentation. Merci beaucoup Christelle.
Oui, merci Zoé. Bonjour à tous. Je m'appelle Maryline Goujon, je suis neuropsychologue à l'APUI de la région dieuppoise. Alors, juste pour expliquer rapidement, il y a un petit organigramme rapide de l'association l'APUI de la région dieuppoise. Je ne sais pas si on peut le mettre sur l'écran. Ce sera plus simple parce que c'est une association avec 12 établissements et services donc qui accompagne des personnes de tout âge en situation de handicap intellectuel, aussi avec des troubles psychiques. Donc voilà, il y a 5 pôles, juste pour que vous ayez une petite idée. Donc il y a beaucoup de personnes, on accompagne 400 personnes environ. On est 300 professionnels donc, sur les 12 établissements et services. Voilà, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est juste pour expliquer un petit peu le contexte. On peut enlever l'organigramme, merci. Donc voilà. Donc pourquoi travailler les habiletés sociales ou les compétences psychosociales au sein de la PUI? Je pense que c'est pour tout le monde. Genre, tout le monde a besoin de travailler ses compétences psychosociales, mais ça faisait aussi partie d'un axe de notre projet de stratégique, notamment donc, de travailler sur l'inclusion, sur l'autodétermination. En sachant aussi que tout ce qui est compétences psychosociales, habiletés sociales, c'est travaillé au quotidien par les éducateurs auprès des personnes, parce qu'on retrouve souvent en fait des personnes, des adolescents, des enfants, des adultes qui ont des difficultés, par exemple, pour demander de l'aide, pour créer des liens amicaux qui soient durables, pour identifier, pour gérer leurs émotions, pour gérer un conflit ou un désaccord, pour savoir dire non. Donc voilà, ça peut être des personnes qui peuvent être vulnérables, qui peuvent aussi avoir des difficultés à s'inclure dans la société parce qu'elles n'ont pas forcément les codes sociaux adaptés selon les contextes. Donc ça, c'est un constat général. Donc, encore une fois, toutes ces compétences-là sont reprises au quotidien par les éducateurs, mais il existait déjà quelques groupes pour entraîner les habiletés sociales, mais rien de vraiment formalisé sur tous les établissements de notre association. Donc, en fait, en 2019, on a répondu à un appel à projet avec en objectif de créer un programme pour travailler les habiletés sociales ou compétences psychosociales. Et donc, l'ONM et Zoé Roquelin est venue étayer, vraiment appuyer le début de notre travail sur ce programme-là. Donc justement, en se basant sur ce qui existait déjà, comme je vous ai dit, chaque éducateur aussi avait ses propres outils. Et puis, en réfléchissant aussi sur la façon la plus pertinente de proposer ce programme-là au sein de nos établissements. Et on s'est vite rendu compte qu'en fait, un programme, c'était trop contraignant, justement, parce que ça nécessitait un certain nombre de sessions sur un certain temps. Et selon les établissements, valait mieux être plus flexible. Donc, tout ça, avec l'ONM, on y a réfléchi. Et puis, donc Zoé et Franck Dranguet aussi nous ont orientés vers le cartable des compétences psychosociales. Donc, c'est tout un tas d'outils à destination d'enfants d'âge scolaire, mais pas adaptés pour la déficience intellectuelle, pas adaptés pour les personnes qui ne savent pas lire, par exemple, ou pas adaptés pour les personnes qui ont des difficultés de compréhension. Donc, il y a eu un gros travail. J'ai été aidée par deux collègues psychologues pour faire ce travail d'adaptation. On a choisi 15 outils de ce cartable des compétences psychosociales et puis on les a adaptés à notre public. C'est-à-dire qu'on a reformulé certaines consignes, donc en sachant que les outils, en fait, ce sont des fiches assez clés en main. Donc, il y a le contexte général, l'habileté qu'on travaille, et ensuite des consignes assez précises. Donc, on a pu reformuler certaines consignes. Ensuite, il y a des questions qu'on peut poser. Il y a l'activité en elle-même, et puis toujours une ouverture. L'intérêt aussi de travailler les compétences psychosociales, c'est de faire du lien avec le quotidien des personnes, surtout avec le handicap. C'est qu'ils puissent, généraliser ce qu'ils acquièrent en atelier pour leur vie de tous les jours. Donc ça, c'était très intéressant aussi.
Voilà, je regarde où est-ce que j'en suis. Donc, une fois que cette adaptation-là des 15 outils a été terminée, l'ONM est revenu, donc Franck Dranguet est venu sensibiliser toutes nos équipes. Il y a eu pas mal de sensibilisation, il y en a eu plus d'une dizaine. Donc, toutes les équipes de la PEI aux compétences psychosociales, donc vraiment pourquoi elles font partie de la santé. Et je pense que là, les professionnels se sont vraiment rendus compte de l'importance, même s'ils savaient déjà que c'était important, mais pour les personnes qu'on accompagne et pour eux-mêmes, voilà, entre collègues aussi. Et puis, lors de cette sensibilisation-là, Franck nous a aussi expliqué le rôle d'animateur, puisqu'ensuite les éducateurs vont pouvoir proposer des ateliers pour entraîner les habiletés sociales. Donc, voilà, quand on est éducateur, on n'est pas forcément animateur, donc il y a une certaine posture à avoir, etc. Donc, c'était une sensibilisation qui a été vraiment appréciée de tous et chacun a pu aussi se saisir de ces concepts-là d'habileté sociale ou de compétences psychosociales. Et ensuite, on a présenté donc, nos outils adaptés à nos collègues avec des temps d'échange. On a pu même proposer certaines activités avec nos collègues voilà, pour qu'ils s'approprient aussi les outils. Voilà. Donc, pour conclure, parce que là, finalement, donc, ces outils adaptés, ces 15 fiches adaptées du cartable des compétences psychosociales, on les a réunies dans une sorte de valise qu'on a appelée la mallette des habiletés sociales. Voilà, et puis donc je vous mettrai aussi en commentaire, si ça vous intéresse, on a fait un site internet avec les fiches adaptées, donc encore une fois pour un public avec un handicap, hein, parce que c'est vraiment adapté. Donc, par exemple, on a créé aussi des roues des émotions ou des choses comme ça, on a ajouté du visuel, on a fourni des aides pour que les personnes puissent faire les activités sans trop de difficultés. Donc là, les groupes d'habileté sociale sont en train de se former, se formaliser au sein des établissements de la PEI. Voilà, ça se fait petit à petit. Pour le moment, j'ai déjà des retours positifs des éducateurs déjà qui peuvent vraiment se saisir de cet outil, voilà, qui est vraiment clé en main. Tout est expliqué, donc eux, ça leur donne aussi d'autres idées. Voilà, ils sont vraiment guidés. Et puis, auprès des personnes, il y a déjà un ressenti de bien-être qui peut être exprimé voilà, à la suite des ateliers. C'est tout pour moi. Merci Marie-Lise. Oh, il y a un peu d'écho. Je m'entends en écho, mais je ne sais pas si c'est que chez moi. C'est bon là? Parfait. Moi, je vais juste conclure du coup ces deux interventions en faisant peut-être une petite synthèse. L'idée dans ces deux dynamiques, ça a été de dire, ce qui est quand même très à la mode, c'est de faire des ateliers CPS auprès des publics. Ça pourrait se suffire, c'est-à-dire qu'on arrive, on a un outil, le cartable des CPS par exemple, on fait l'atelier, on fait l'animation, on repart et c'est bon, on a travaillé les compétences psychosociales. Tout le monde le sait, c'est assez à la mode les CPS en ce moment, c'est un mot presque compte triple dans les demandes de financement. Donc, on pourrait se satisfaire de ça et se dire qu'on a travaillé avec notre public quelque chose qui est fondamental. Dans les deux projets qu'on vous a présentés, l'idée, c'était vraiment de se dire on va aller plus loin que ça. À la fois les CPS, travailler les CPS, chacun le fait déjà. Si vous avez une posture d'accompagnant au changement, de travailleur social, de travailleur du milieu de l'animation, vous faites déjà des compétences psychosociales, c'est indéniable. C'est plutôt du coup d'aller mettre en lumière ce que vous faites déjà, comment est-ce qu'on peut le maximiser, comment est-ce qu'on peut aller plus loin et comment est-ce qu'on peut formaliser quelque chose qui existe. L'autre postulat, ça a été de dire aussi, on ne peut pas travailler les compétences psychosociales avec les publics, quels qu'ils soient, quand nous-mêmes, on n'est pas à l'aise, au clair, avec ses propres compétences psychosociales et avec sa propre posture. Donc, ça a été aussi tout un travail d'aller regarder comment est-ce qu'on accompagne, comment est-ce qu'on accueille, comment est-ce qu'on travaille avec les personnes qu'on accompagne pour en retirer un bénéfice et maximiser ce bénéfice au profit des compétences psychosociales. Il y a vraiment eu tout ce travail
au-delà de l'animation pure d'une séance, on va dire ça comme ça, d'aller regarder les postures, les pratiques de chacun. Et du coup, je fais le lien avec une question dans le chat posée par Mostafa Merchi qui demandait si ce travail qui se traduit sur les pratiques professionnelles des travailleurs sociaux par une intégration des questions de santé, comment il est vécu par ces mêmes professionnels? Est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre de la dénaturation des missions ou d'une évolution des compétences initiales? La question de Mostafa, du coup, est à poser à mon avis à la fois à Christelle, mais aussi à Marilyn, sur comment vos collègues finalement ont vécu ce peut-être changement un petit peu de posture ou de paradigme sur la vision santé et comment est-ce qu'ils intègrent ça au quotidien sans perdre de vue ce qui leur était demandé initialement, que ce soit je sais pas, un encadrant technique d'atelier à l'ESAT ou une personne à l'accueil du centre social. Peut-être Christelle ou Marilyn, celle qui veut prendre la parole en premier. Je veux bien. Alors, c'est compliqué de répondre à la place des collègues qui sont sur le terrain au quotidien. Moi, je vous rapporte ce que j'ai cru ressentir. Il y a eu un moment où, comme tu disais, Zoé, les compétences psychosociales étant mises un peu à toutes les sauces, j'ai eu un peu peur que ça bloque quelque chose parce que c'était pas l'alpha et l'oméga de tout. Enfin, voilà, j'ai eu des retours un peu comme ça. Et puis finalement, je pense que vraiment ça a été largement dépassé, que le fait aussi d'y revenir, je vous dis, tout ce cheminement, notre cheminement, fait que ça a conscientisé, ça a permis plutôt, je pense, aux équipes de conscientiser pleinement ce qu'elles faisaient. C'est-à-dire, c'est pas simple de parler de ces pratiques, c'est pas simple d'expliquer dans le détail ce qu'on vise. Mais aujourd'hui, je crois vraiment que l'ensemble de l'équipe est plus en mesure de repérer ce qui est produit chez le public en face. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des mots et des concepts et de pouvoir faire ce lien avec la santé. Alors donc nous, on est financé dans le cadre du contrat de ville sur les questions de santé. Ça a permis aussi de faire prendre pleinement conscience que oui, la santé, c'est relayer les campagnes nationales, c'est plein d'actions spécifiques, mais c'est vraiment le quotidien et sur cet état de bien-être qu'on vise pour les publics qu'on accompagne, ça participe de la santé. Après, voilà, c'est eux qui seraient les mieux placés pour répondre. Je ne sais pas si ma réponse convient, mais on en est là en tout cas. Et c'est pas fini, je pense que ça évoluera encore. Oui, alors de mon côté, c'est aussi compliqué de répondre, surtout que bon, tout ce qui est habileté sociale, c'était déjà connu, on va dire, même si la sensibilisation de l'ONM était très intéressante et quand même a apporté justement le lien aussi avec la santé enfin voilà, voir vraiment la globalité de ce concept-là. Donc, je pense que les professionnels de l'API étaient déjà sensibles aux compétences psychosociales. C'était juste voilà, leur apporter aussi une façon de les travailler auprès de notre public. Après, juste pour compléter peut-être, en tout cas, le retour qu'on a pu avoir, nous, en session de formation ou de sensibilisation selon le temps et les objectifs recherchés, il s'agissait en fait plutôt de mettre en lumière et en valeur des choses qui étaient déjà faites, qui pouvaient aller un peu plus loin, mais qui étaient déjà présentes, que de venir changer fondamentalement, en tout cas, une posture et une pratique chez les personnes. Les projets qui ont été développés là au Centre social Oxygène ou à l'APEI s'appuyaient quand même déjà sur des dynamiques de réflexion assez poussées sur comment est-ce qu'on travaille la question du bien-être, comment est-ce qu'on accompagne les usagers sur les questions de santé quand on n'est pas un acteur spécialisé du domaine sanitaire ou médico-social. Il y avait déjà tout ce background un peu général sur ces questions-là, donc on n'est pas non plus arrivé comme un cheveu sur la soupe avec les questions des CPS en disant mais c'est trop bien, c'est à la mode, vous allez voir, c'est fantastique. Il y avait déjà des choses qui s'étaient passées avant, qui avaient nourri une réflexion et on est arrivé avec ces projets collaboratifs au moment où ils étaient prêts à se développer, à la fois chez les professionnels et chez les publics, je pense.